Ça fait mal. Où va notre Afrique? Où va l'Afrique? Total, voleur du pétrole au Congo. Voleur du gaz. Areva, voleur de l'uranium au Congo. Les compagnies françaises, voleurs des bois au Congo. Pendant ce temps, les enfants n'ont pas des bons. Ça fait mal. Il faut qu'on s'occupe des dictateurs. Il faut. Parce que ces dictateurs-là sont la peste de nos terres en Afrique. Ça fait mal. Très très mal. Là, c'est une petite fille de 10 ans. Hein? Histoire troublante. Moi, il y a 10 ans. Hein? Leïsa, famille na Bango. Une petite de 10 ans qui nourrit sa famille. Ça doit être la RDC, ça. On va suivre ça. Ça fait mal. Et quand vous regarderez bien cette petite, elle ne va pas à l'école. Ah, le monde. Pas mal d'enfants sacrifiés pour le bien des autres. Ça fait mal. Hein? On va où? On va où? Moïse, tout le capitaine Moïse, pourquoi dans la ville? Moïse a ça la ville parce que ban âge naie, bazo mérité bazana bandaku, ba verser bango comme il faut. À côté kelasi, atanga za na santé malade, moi za na vie malade. Mais pourquoi est-ce que moi na âge abo il y a 10 ans akoyenga na ville, ba situation ya ville makambo belé ya mabe oyo bat bakuta na nango na ville, na mwana mukebo epe azokuta nango. Tokoyeba penza eza pona nini tozana Moïse awa. Bébé Moïse, bonjour. Bonjour. Fandé, bébé Moïse. Hey! Bébé Moïse, vous allez bien? Vous allez bien. Au fin du web. À qui m'antique? Le bon moment casse bande ko ba otala yo partout pesa ba na mbote. Mbote na bino. Pesa ba mbote penza ya nene mbote na bino ba diaspora nyo surtout ya Congo mikili ya partout dans le monde pesa ba mbote. Bonjour. Bonjour. Oh là 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 là. Ah, on a interrompu tout à l'heure. On était interrompu, donc je reprends ce que j'ai à faire par rapport à ce direct sur les enfants de la rue. Est égal une bombe pour demain. Les enfants esclaves. Des mines, une bombe pour demain. Les enfants de guerre, une bombe pour demain. Les enfants de la plantation de cacao, une bombe pour demain. Voilà. Donc, nous étions tout à l'heure, quand ça coupait, sur la RDC, un enfant de 10 ans qui fait tout d'avoir de l'argent et il nourrit sa famille. C'est tellement triste. Et la RDC, immensement riche. Voilà, c'est parti. Vous en avez âge 10 ans. Ce que Moïse, il y a des gens qui ont 10 ans, ils ont âge qui ont la classe. Et ça, on a dit qu'ils classe. Ça, on a souci. Et ça, on a souci. Parce que maman n'a pas bazabi. Papa qui est namboka. Le bon macaïs. Papa qui est namboka. Bon maman. Maman za qui sent toi. Azapi? Qui sent toi. Maman za qui sent sous toi qui nsuka. Qui sent toi. Aza qui sent sous. Ok, Moïse, ce que yo na ville osani. Yo senga. Oyo senga na tindi yo oya osenga. Koko na biso. Na mukolo senga combien? On a bimana ba 2500, ba 3500, ba 4500. Le bon macaïs Moïse. Mon bon bimana ba 2500, ba 3500. Donc, banda tongo ti butu yo bimaka kana 2500 to 4500. Nyonso wana kana na bimana. Siko Moïse, ti osenga bambongo wana, est-ce que yeba ateki bakopesa pe kindoki? Ayebaka. Bo osenga apone.
koko na biso ndatindanga yo koko na bino aza mosala mosusu asalaka te ata makala nde bato batekaka yo zo mosusu okoyebisa koko te koko tikala ata makala kotindaka nga na nzela tokoyebisa bongo te ya simba babeki ateka ndeni asimba nini babeki akokatambola te akoka kotambola te na ndako sikoyo bozala na nani ngai na ndeko na nga ndeko na mwasi ya mobali ya mobali wana aza na age nini aza na 7 ans ana 7 ans donc leki na yo sikoyo koko abukanaki yo to elongi ekomelaki makolo nde moko ezala bongo ezalaka ndenge makolo na ye siko Moïse koko ndasi atindaka yo wana yeyebi te mpenza ke mabe kookomela boza na famille te po atindaka yo mwa moke boye na ville atinda mpe na ndeko na ngai Moïse yebisa biso na vérité est ce que yo amoyibi te te po bana age na bino na ville baoyibaka biso bacombo tozolelaka babijou bato bazolelaka butu moi bana ba age okoyiba ntina bavoiture bino bana age oyo bayibaka siko yo oyibaka te ndeni wana nayiba pe te yo na oyiba te osengaka mbongo siko bane bapesaka mbongo na bajournée okotaka na baboutique to otelemaka na boulevard to okangaka mituka to nini okotaka magasin nasengi so namoni mindele oleka nasengi so namoni mutuka etelemi nasengi apart wana osala sumsani natekaka mpe milangi ya nini babuta bato bamela mai ya minene oteka yango ozwa yango wapi alokotaka yango so okenda otekela yango banani bamamo bateka mafuta mbila okenda opesa bamamo bateka mafuta mbila bango bapesa ko combien totekaka moko 50 moko 50 moko 50 francs yo siko olokota combien de milangi mpo okanga mo mbongo bien. On va passer sur autre chose, je vais mettre d'autres trucs. Mais au fait, en réalité, cet enfant-là, qui dit que nourrit ses parents, au fait, quand on regarde bien, c'est un enfant de la rue. Mais ça fait très très mal. Le pays, la RDC, n'est pas un pays pauvre, immensement riche. Mais regardez vous-même. Nous allons repartir encore toujours la RDC. Après, nous allons voir ailleurs. Voilà les enfants de la rue. Les enfants de la rue. En RDC, Congo. Voilà. Che Guevara, mais le vrai nom c'est Moïse Mbaya, sobriquet Che Guevara. Bon, Moussa Nassala Kanazali pour nous protéger les enfants de la rue. Ça fait déjà 11e année en Oyo. Moussa Nassala Kanazali pour nous encadrer, pour protéger les enfants, que je ne sais que les parents. Massa Ramsou Koto. Akombona nyeri. Na 15 ans. Et tu as combien? 15 ans. Ah. Il est le fondateur de la boule. Ah, il y a un homme qui boule. Et il t'explique la boule. Il y a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un ah. Si tu as un exemple, il y a un homme qui a un homme. Pourquoi vous avez combien? Je suis à 100 fois finalement que nous sommes à 3 matières. 300 fois finalement. J'ai dit que c'est 50. Tutali bongo alamba bongo bon masa komona nga moni yo ba danger zo beta o makasi na gouverneur gouverneur ah gouverneur lio za mbula ko ah 15
à 15 ans. Ah, yo pe na moni danger donc ça la bonne journée mon bimba. Donc vous voyez, c'est des enfants de la rue en RDC. L'enfant, il s'appelle gouverneur. Il se surnomme par gouverneur. Donc, on lui a posé la question tout à l'heure, l'enfant a dit qu'il a 15 ans. L'enfant ne va pas à l'école. L'enfant a 15 ans. Mais, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais si on ne récupère pas ces enfants-là, demain ces enfants-là vont être une bombe. Une bombe. Ils vont agresser les enfants des gens, ils vont agresser des femmes, les violenter sexuellement et même les tuer. Ils vont violenter les enfants des gens sexuellement et même les tuer. Vous voyez? Là, on va passer maintenant à autre chose. Quand elle se termine en 1992, le bilan fait état de 500 000 morts et de plus d'1 million de déplacés. Contre sa volonté, José en est pourtant l'un des responsables. 10, 11, les garçons. La famille pleurait, la mère pleurait. Il était toujours souriant, heureux, peu importe l'heure du jour ou la nuit. C'était juste un galop, vous savez, et je lui ai fait confiance. On a vécu là pendant à peu près 6 mois. L'ancien militaire avait refusé de prendre les armes. Tant à libérer leurs jeunes combattants. On le faisait. Et s'il disait qu'il fallait torturer tel autre, on le faisait aussi. Là, nous allons suivre les enfants de guerre en Afrique. Non, de dire je suis trop jeune, ou encore je ne veux pas me battre, je ne veux pas être soldat. Quand ils étaient pris, c'était fini. Je pense que leur vie prenait alors un tournant différent. À l'époque, la seule chose sur laquelle je pouvais compter, c'était mon AK, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça qui pouvait me sauver, qui pouvait m'aider, qui me permettait de trouver de la nourriture, qui pouvait m'aider à trouver tout ce que je voulais. C'est pour ça que pour moi, mon AK-47, c'était un peu comme ma famille. 6 mois plus tard, Kimi quittait enfin Fendel. Les soldats de la paix des Nations Unies arrivent alors au Libéria pour mettre fin au conflit et parviennent à stabiliser la capitale du pays, Monrovia.
Alors que la mère de Kimi était encore à Fendel en pleine convalescence, Stephen Tow, qui gérait un orphelinat, accepta de s'occuper du garçon. La première fois que je l'ai vu et que je l'ai pris à l'orphelinat, je l'ai adoré tout de suite. La façon dont il avait de s'adresser à moi, il était très futé, très éloquent. Alors qu'il était à l'orphelinat, Kimi avait tout à fait conscience que même si la capitale du pays était pacifiée, les impitoyables seigneurs de la guerre contrôlaient néanmoins 99% du Liberia, avec sous leurs ordres des milliers d'enfants. Il ne pouvait pas oublier ces garçons armés jusqu'aux dents, qui avaient pourtant le même âge que lui. À l'époque, l'ONU distribuait des copies de la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce texte fut une source d'inspiration pour Kimi, alors âgé d'à peine 11 ans. C'est ainsi qu'avec quelques copains, il fonda La Voix du Futur. Un groupe revendiquant les droits des enfants. L'objectif de ce groupe étant de faire entendre ce que les enfants avaient à dire. Il envoya ainsi 17 propositions à l'UNICEF en demandant des fonds pour soutenir les activités du groupe. Après que les 17 premières propositions furent rejetées, il en envoya une 18e qui concernait en particulier le désarmement. L'idée générale était d'aller nous-mêmes dans les zones rurales pour parler avec les chefs rebelles. Ce sont les gosses qui devaient mener le combat en faveur du désarmement des enfants soldats. Isaac Inné, le voisin et ami d'enfance de Kimi, fut l'un des enfants qui partirent à la rencontre des rebelles. Kimi est entré dans la garnison. Et là, on a vu un garçon, un de nos amis. C'était un enfant et il était pourtant dans l'armée. C'était sidérant. Quand on était en présence des chefs rebelles, on leur parlait et chacun d'entre nous partageait sa propre expérience des effets dévastateurs de la guerre. C'était la première fois que des enfants s'adressaient à un seigneur de la guerre pour leur parler des véritables souffrances du conflit. Culturellement, au Liberia, les enfants n'ont pas l'habitude de parler. Mais là, il y avait des enfants qui étaient prêts à prendre tous les risques pour rencontrer les chefs rebelles. Et ce qu'ils disaient a eu un impact colossal. Le groupe d'enfants persuada les seigneurs de la guerre de signer une convention visant à libérer leurs jeunes combattants. Cependant, Kimi, alors âgé de 15 ans, avait besoin de l'aval des autorités pour l'appliquer dans les faits. Finalement, on lui permit de remettre cette convention au président du Parlement libérien. Le document officiel qu'il avait rédigé s'inspirait des différentes chartes et résolutions de l'ONU qu'il avait lues précédemment. Vous savez, c'était pas du gâteau. Dans ce genre d'endroit, on regarde forcément comment vous êtes chaussé. Et on se demande ce que vous foutez là. Puis vous levez pour aller parler, et le silence se fait autour de vous. Et après, vous avez les vieilles personnes qui commencent à s'agiter. Wow, vous avez vu ces gosses comme ils se bougent, et ça a vraiment été un moment inouï. Pendant ce temps, le 20 novembre 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies, réunie à New York, a ratifié la Convention des droits de l'enfant. Notre groupe, La Voix du Futur, est ravi de soumettre à la considération de cet honorable corps constitué, l'Assemblée législative provisoire de la République du Liberia, les propositions suivantes et demande que la présente Assemblée prenne les mesures nécessaires pour que cette Convention des droits de l'enfant, déjà adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par le gouvernement du Liberia, puisse être appliquée dans les faits. L'UNICEF avait fixé décembre 1996 comme date limite pour le désarmement de tous les enfants soldats. Néanmoins, ce fut la campagne pour le désarmement des enfants qui permit d'en faire une réalité sur le terrain. C'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a changé les choses. En décembre cette année-là, 20 000 enfants soldats déposèrent les armes. Mais juste une année plus tard, les choses prirent une tournure différente. Charles Taylor, un ancien chef rebelle, fut élu président lors de la première élection tenue depuis la guerre.
De son côté, Kimi, alors lycéen, faisait en parallèle de l'animation radio. Un jour, on l'informa que des enfants soldats recevaient un entraînement derrière la haute clôture métallique qui délimitait Shoflin, la base militaire de Charles Taylor. Il s'y rendit donc pour savoir ce qu'il en était, et effectivement, il y avait des enfants. Alors j'ai pris mon magnéto avec moi et je suis allé à Sheffield. Il y avait effectivement des enfants. Là j'ai commencé à les interviewer. J'ai parlé à chacun d'eux, j'ai demandé leur âge, d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient là. J'ai enregistré certains exercices qu'ils faisaient, etc. Mais ce qu'il découvre ne provoque aucune réaction de la part du gouvernement ou de l'UNICEF. Les médias représentent alors son ultime recours, et le scoop fait rapidement la une des journaux nationaux. 500 enfants subissent un entraînement militaire, affirme Kimi Weeks. Des journalistes étrangers se rendent sur les lieux et l'affaire s'emballe. Sur ce, Charles Taylor convoque d'urgence ses ministres afin de définir une stratégie de communication. Ce dernier ne décolère pas. Monsieur Taylor était un homme avec qui il valait mieux être ami. Charles Taylor avait en effet la réputation d'être quelqu'un d'une grande brutalité. En 2012, ce dernier fut inculpé par la Cour pénale internationale pour meurtre, viol, esclavage sexuel, amputation forcée et recrutement d'enfants soldats. Le ministre de la Défense et le ministre du Travail ont d'abord dit que j'étais un agitateur dangereux et subversif. Puis le ministre de la Justice et le ministre de la Défense ont ajouté que j'étais une menace pour la Constitution libérienne. J'avais juste 17 ans et je menaçais la Constitution. La chasse était ouverte. Charles Taylor envoyait ses hommes à la recherche de Kimi. Ils allèrent trouver tous ceux qui le connaissaient, y compris une amie proche de la famille, une voisine qui s'était occupée de lui petit. Ils voulaient l'attraper et le tuer. Ça a vraiment été une période très dure pour nous et pour Kimi. On était aussi inquiets que des parents peuvent l'être. À l'époque, j'avais un enfant de 3 ans, à peine, et je lui avais dit que si jamais quelqu'un venait ici et lui demandait où était Kimi, il devait dire qu'il ne le connaissait pas. Et ils ont commencé à demander à tout le monde si on connaissait ce jeune garçon fluet, avec de grands yeux et qui parlait à tort et à travers. Et on répondait tous non, non, non. Ce jour-là, quand il est venu, je lui ai dit de partir vite et d'aller le plus loin possible. Et c'est comme ça que Kimi est parti. Des responsables de l'UNICEF sortir du pays sain et sauf. Il réussit ainsi à franchir la frontière dans une voiture en se mêlant à une troupe de danse folklorique. Si les policiers avaient arrêté notre voiture et nous avaient demandé de leur danser quelque chose, ils m'auraient démasqué, parce que je ne connaissais pas le moindre pas de danse. Mais on est passé de ville en ville et on a fini par atteindre la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, il partit pour les États-Unis où il demanda l'asile politique. Personne ne savait que j'avais quitté le Libéria. Et pendant plusieurs semaines, tout le monde croyait que j'étais mort. Quitter le Libéria fut un tournant pour Kimi. Aux États-Unis, il fut scolarisé dans une école publique et c'est là qu'il commença à raconter sa vie en Afrique. À l'école, les autres avaient une vision de l'Afrique si erronée que ça n'était pathétique. Alors ça m'a donné envie de leur donner une autre image. À l'université en 2005, Kimi fonda une petite organisation baptisée Youth Action International afin de récolter des fonds pour ses compatriotes. En même temps, il décrocha une licence en sciences politiques et en histoire à Amherst College, ainsi qu'un master à l'université de Pennsylvanie. C'est d'ailleurs à partir de ces deux écoles qu'il continua à lever des fonds. J'ai obtenu une bourse scolaire intégrale pendant les 4 ans où je suis resté à Amherst College. Après, quand j'ai fait mon master, j'ai là encore obtenu une bourse. Alors, en fait, toutes mes études aux États-Unis, je les ai faites dans les meilleures écoles. Et gratuitement, qui plus est. Kimi termina ses études en recevant le titre de docteur honoris causa à Amherst College.
Timmy Wicks, promo 2005. Venez me rejoindre s'il vous plaît. Timmy est revenu de la mort. Et ce n'est pas une image. Vous avez donné de la vie et de l'espoir à vos compatriotes, à la terre-mère africaine et à nous tous. En 2006, c'est donc avec le titre de docteur et des milliers de dollars en poche que Kimi s'en retourna dans sa patrie déchirée par la guerre. Là, il recruta une petite équipe pour Youth Action International, l'organisation qu'il avait créée. Ils commencèrent à ouvrir des ateliers dans tout le Libéria en proposant des stages professionnels ainsi qu'un suivi psychologique. Tout ce travail contribua à lutter contre la forte criminalité, l'une des conséquences de la guerre civile. En effet, 90% des fauteurs de troubles étaient des jeunes gens dont l'âge variait entre 19 et 36 ans. Nombre d'entre eux étaient d'ailleurs d'anciens enfants soldats qui avaient grandi dans un monde régi par la drogue et la violence. Ils étaient le plus souvent appréhendés de nuit lors de raids lancés par la police. Dans nos programmes, ils étaient désignés comme jeunes marqués par la guerre, un terme qui comprenait à la fois d'anciens enfants soldats et des non-combattants. En effet, quiconque a vu la guerre porte en lui des blessures. C'est ainsi qu'après avoir acquis des compétences en construction, en menuiserie, en informatique ou en cosmétologie, ils bénéficièrent de micro-prêts pour monter de petites affaires. Dès 2008, Sprit Loriano, une entrepreneuse sociale, contribua financièrement à Youth Action International. Cela permet à de jeunes gens d'avoir une quelconque utilité dans leur société, de reconnaître qu'ils ont un talent ou une compétence à apporter. Même s'ils n'ont pas eu un parcours scolaire normal, ils peuvent néanmoins travailler de leurs mains. Chaque programme propose un suivi psychologique afin de les aider à surmonter le traumatisme de la guerre. Son projet a fourni une opportunité à des gens, les a aidés à affronter leur traumatisme. Les a convaincus de ne pas retourner dans la rue, a établi des rapports constructifs avec eux, des rapports autres que ceux qu'ils connaissent avec les forces de l'ordre. Puisque nous sommes là pour faire appliquer la loi et que nous les envoyons se faire rééduquer. Son approche à lui est entièrement différente, et ça a été particulièrement bénéfique. Kimi étendit son organisation à d'autres nations africaines déchirées par la guerre. Il mit en place les mêmes programmes et s'associa également à différents groupes de jeunes afin de donner un coup de pouce à leur travail. Dès 2009, Youth Action International avait apporté son aide à environ 150 000 personnes au Libéria, en Sierra Leone, au Ghana, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. C'est pour tout ce travail que Kimi s'est vu remettre le Golden Brick 2007, un prix qui récompense les jeunes qui font bouger les choses. C'est vraiment cool d'être ici. C'est un honneur de recevoir cette récompense. Je la partage avec les millions d'enfants africains et tout autour du monde qui connaissent des situations dramatiques qui souffrent. Nous allons renaître. La même année, Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, décora Kimi du titre de grand maître chevalier de l'ordre de la rédemption africaine. Kimi fut d'ailleurs le plus jeune récipiendaire de cette récompense. En parallèle, Kimi soutient des artistes libériens prometteurs. Je me suis mis à écouter davantage de jeunes musiciens et juste en écoutant leur musique,
En voyant tout l'esprit et le cœur qu'ils y mettaient, en constatant l'impact qu'avaient les paroles de leurs chansons, j'ai compris qu'il suffisait d'une seule chanson pour transformer l'état d'esprit de la population dans son ensemble. Kimi engagea 5 superstars en devenir, y compris Lady Murphy, dans sa maison de disques nouvellement créée, KLW Entertainment. Il y a tant d'artistes talentueux au Liberia, mais il manque du soutien nécessaire. Et lorsqu'on s'en est rendu compte, on s'est dit qu'il fallait donner une chance à tous ces jeunes gens. Ce genre de type haut placé, toujours prêt à parler à tout le monde, toujours souriant, toujours désireux de donner un coup de pouce, de tendre la main aux autres, ça ne court pas les rues, n'est-ce pas? Il est une source d'inspiration pour moi, un exemple à suivre pour devenir qui je veux être vraiment. Ce que vous êtes aujourd'hui est l'endroit où vous vivez ne détermine en rien ce que vous serez demain. Alors peu importe les circonstances, tout le monde peut progresser. Kimi tient des discours mobilisateurs dans tout le pays. Ici, les jeunes originaires du bidonville de Crewtown se sont déplacés en foule pour écouter ce qu'il a à dire. Si l'un d'entre vous veut réussir, si l'un d'entre vous veut aller plus loin que la personne d'à côté, il doit consacrer plus de temps, plus d'énergie. Peu importe ce que vous faites, travaillez dur et plus longtemps, et vous aurez des résultats. Qui peut deviner l'âge que j'ai? Quelqu'un? Qui se lance? 36 ans? Presque. 32? 32, oui, c'est mon âge. Lorsque je leur demande de deviner mon âge, certains vont jusqu'à imaginer que j'ai 40 ans, parce qu'en fait mon CV et mon âge ne collent pas ensemble. Surtout au Liberia. Alors les jeunes se disent « Waouh, le mec a juste 32 ans et il a vécu les mêmes galères que nous. » Et ça rend les choses concrètes. Ça rend l'idée que c'est possible, que réussir à s'en sortir, ça peut être réel. Kimi Weeks est vraiment un modèle pour moi. Pour ce qui est de mon âge, j'ai 30 ans et Kimi Weeks, qui a juste 2 ans de plus, a un doctorat en poche. C'est pour ça qu'il représente un incroyable défi pour les jeunes. La chose la plus importante que j'ai retenue, c'est d'avoir un projet clair et de savoir qui on veut vraiment devenir. Après avoir revu le camp de réfugiés de Fendel, Kimi se rendit compte que c'est là qu'il avait rencontré son destin et c'est là que sa vie avait pris un tout autre tournant. Il comprit aussi que des milliers d'autres pouvaient faire de même. Cette force qui le pousse, vous savez, cette force, cette énergie qu'il a en lui, cette détermination incroyable, je ne sais pas d'où ça lui vient. Il est infatigable. Kimi travaille si dur, mais il ne sent jamais la fatigue. Certaines personnes sont des surhommes, voilà tout. Il est persuadé qu'il peut changer le monde, c'est juste ça. Il ne connaît pas la peur. Je lui ai demandé une fois, et il m'a parlé de la campagne pour le désarmement des enfants, lorsqu'il allait dans les camps militaires des généraux, et que les missiles tombaient autour de lui, qu'il y avait des gens qui cherchaient à le tuer, et tout ça. Et je lui ai demandé comment il avait pu survivre à ça. Il m'a alors répondu qu'il avait toujours cru en son destin. Vous savez, je ne pense pas que j'aurai une vie spécialement longue. Mais même si je fais des choses incroyables dans le futur, comme la paix dans le monde par exemple, je ne crois pas que je puisse vivre des choses plus extraordinaires encore que ces moments-là. Parce qu'il s'agissait de se battre contre une adversité incroyable, contre l'inconnu, contre des choses que personne n'oserait imaginer. Et pourtant, ça s'est produit. Oui,
Ça a vraiment été de beaux moments. Voilà. Donc lui, Charles Taylor, quand il a pris le pouvoir, a cherché à lui tuer. Ce jeune activiste, ce jeune qu'on a donné des armes pour pouvoir tuer les autres. Mais il a eu la chance de sortir du Libéria et de se retrouver aux États-Unis. Il a réussi. Combien d'autres enfants qui n'ont pas réussi en Afrique? Si on se met à fouiller, il y a pas mal. Voilà pourquoi moi je fais cette vidéo qui est une vidéo de réveil, conscientisation. Il faut réveiller les gens. Parce que les enfants de guerre sont des enfants d'une situation immensément catastrophique pour notre futur de demain. L'Afrique est en danger avec les enfants de guerre. L'Afrique est en danger avec les enfants de la rue. L'Afrique est en danger avec les enfants des plantations de cacao. Quand je fais des vidéos, je sais pourquoi je fais ces vidéos. J'aurais pu aller chercher de l'argent comme d'autres personnes. Mais est-ce que dans la vie, on vit que pour l'argent? Non. Dans la vie, nous devons vivre pour les autres aussi. Nous devons passer notre temps aussi pour les autres. Mais combien de gens peuvent faire ce que moi je fais? Il n'y a pas beaucoup. Mais moi, je passe mon temps à faire des choses parce que je veux un monde juste. Je veux un monde où pas mal pourront en profiter. Parce que dans la vie, ça ne veut pas dire enfant de riches. Ça ne veut pas dire enfant de pauvres. Est-ce que Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, est-ce que Dieu a dit, il y aura des riches, il y aura des pauvres? Dieu n'a jamais dit cela. Mais la pauvreté vient par rapport à quoi? Par rapport à qui? Aux gens méchants, aux gens qui veulent tout avoir rien que pour eux. Comme les dictateurs en Afrique, qui ne sont que des marionnettes des Occidentaux et de la France. Mais ces dictateurs-là, est-ce qu'ils connaissent le jour qu'ils ne seront plus dans le siège de pouvoir? Ils ne connaissent pas. Nous avons besoin d'une Afrique d'évolution, une Afrique qui puisse permettre à toutes les nouvelles générations de pouvoir réussir. Mais parce que ces générations, si elles ne réussissent pas, ça sera une bombe. Demain, une bombe. Voilà. Il faut conscientiser, il faut réveiller. Et moi, j'aime bien réveiller les gens. Allez regarder les films d'adultes, allez regarder les musiques, des clips de musique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un activiste, je suis un résistant vrai, pour réveiller les yeux endormis des gens, les esprits endormis. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, ils sont debout, ils marchent, mais ils continuent à dormir. Son esprit est endormi. Et il faut réveiller cela. Il y a des gens qui se disent opposants, qui sont des papas, nés verts, d'autres qui sont nés, qui ont l'âge à peu près de 8%, Sassou, ou qui ont l'âge du président, soi-disant, du Togo, Théodore Obiang, le dictateur. Mais quand nous regardons bien, ceux qui sont des banqueurs, c'est ceux qui parlent des autres, c'est ceux qui se soucient des autres. Ceux qui critiquent les autres dans les nets,
qui se cachent dans les profils des avatars, qui injurent les gens de SDF, qui se cachent. Est-ce qu'ils ont des couilles? Est-ce qu'ils peuvent faire ce que nous faisons? Non. Des gens qui sont payés par les dictateurs pour venir injurier les autres. Des gens qui sont payés pour venir faire un travail parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire ce que nous faisons. Voilà. Il faut avoir un bon cœur. Nous sommes que des passagers sur terre. Et moi, je me battrai jusqu'au bout. Parce que je veux une Afrique juste, une Afrique meilleure. Je veux une Afrique où ce que toutes les générations vont en profiter. Je ne veux pas voir une Afrique où ce que d'autres vont dormir dehors, où ce que d'autres vont devenir des mercenaires. Ça ne m'intéresse pas. Je veux une Afrique là où ce qu'il y aura une économie forte. Où ce qu'il y aura la bourse africaine. Exactement comme aux États-Unis, comme en France. Je veux une Afrique qui aura sa propre monnaie. Et non le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie de appauvrissement. Une monnaie qui écrase le peuple africain. Une monnaie, le franc CFA est une monnaie qui empêche au développement de l'Afrique. Le franc CFA n'est qu'un héritage laissé par Général de Gaulle, le gaulliste. Et donc, tous les présidents qui sont passés en France font le même travail de Général de Gaulle, gaulliste. Faire souffrir le peuple africain. Car la France, ils sont ravis quand ils voient les gens souffrir, en train de souffrir en Afrique. La France, ils sont ravis quand ils voient qu'au Congo, il n'y a pas de l'eau potable dans les robinets. La France, ils sont contents quand ils voient au Congo qu'il n'y a pas de bouteilles d'eau, de vente de bouteilles d'eau pour les populations. Parce que ces genre de petites bouteilles-là, pour avoir ça en Afrique, il faut être un boss. Ça coûte cher. Ça fait mal. Est-ce que le peuple africain mérite de toujours continuer à souffrir? Non. Tous les dictateurs, vous regarderez bien, ils refusent d'attribuer les populations de l'eau potable. L'eau potable, c'est la vie. Tous les dictateurs empêchent aux gens d'avoir une bonne santé. Mais la santé, elle est primordiale, numéro 1 dans la vie de l'être humain. La santé. Vous verrez le jour contre l'Afrique, il y aura des bons hôpitaux, des très bons hôpitaux, il y aura des bons médecins. Les gens seront soignés convenablement. Mais vous verrez, les agriculteurs vont bien travailler, les enfants iront à l'école. Il n'y aura plus le système des ventes des enfants parce que le papa est pauvre, parce que la maman est pauvre. Ça ne va plus exister. Avec tous les minéraux que nous avons en Afrique, il ne devrait pas avoir des enfants pauvres. Il ne devrait pas avoir des familles pauvres. Mais la pauvreté vient à cause de qui? Les multinationales, véreux. Les multinationales, et ainsi que des dirigeants dictateurs qui ont cru que l'Afrique, c'est leur terrain de football, car ils prennent l'Africain pour une balle de football, ils prennent l'Afrique pour un terrain des jeux de guerre. Parce que les armes qu'ils donnent à des dictateurs, pour eux c'est comme si c'est un jeu de casino. Exécuter des vies en Afrique pour les Occidentaux, 666, ça leur fait immensement plaisir. Ils se disent qu'ils sont les maîtres, mais en réalité, ils ne sont pas des maîtres. J'ai des grands frères au Congo-Brazzaville, c'est des hommes d'affaires, ils ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils peuvent faire ce que moi je fais? Ils ne le font pas, ils s'en foutent. Eux, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leurs femmes et leurs maîtresses. Mais moi, je pense au peuple du monde, je pense à tout le peuple africain. Mais c'est ce que Dieu demande.
C'est ce que Dieu demande. Just over there, around the back. Then we would get over there and run back. This is the most expensive. This is where it will be. Select this part. This is not selected, so because it will just drop on stone, the child, everything. But we Donnez-moi un instant. Ah, Dieu le Père.
Samuel va nous répondre. Les enfants soldats n'ont pas leur place car ils sont trop jeunes. Leur place est à l'école. Un témoignage de Maître Dragon, un ancien soldat qui a été kidnappé à l'âge de 11 ans. Ils l'ont sorti de l'école. Ils n'ont pas à être témoins de telles violences, comme dit Mike. Il a commis toutes les formes de violence possibles. Les enfants restent traumatisés. Ils restent toujours avec petit Mike. Aujourd'hui, j'ai toujours une grande peur. Alors, ce n'est pas normal qu'un jeune soit utilisé comme ça. Premièrement parce que les enfants doivent aller à l'école pour avoir un bon avenir, un emploi et être bien payé. Et bien deuxièmement, et alors, les filles doivent pouvoir payer à des supérieurs. Et finalement, ce n'est pas logique d'envoyer se faire tuer et faire des guerres en premièrement, les enfants doivent aller à l'école pour avoir un bon avenir, un emploi et pour être bien payés et bien éduqués. Et dès lors, nous devrions aider tous ces enfants en envoyant des forces spéciales des pays riches, des groupes humanitaires pour sortir ces enfants de cette terrible enfer. Alors, finalement, pour terminer, tout ça est illogique d'envoyer autant de soldats enfants se faire tuer et ils devraient eux aussi avoir le droit de vivre un enfant normal comme tous les autres jeunes. Donc, nous avons suivi les enfants des terrains de guerre. Nous avons le devoir de s'occuper de ces enfants-là. Parce que si nous ne faisons rien, ces enfants-là seront une grande menace pour demain. Ces enfants-là vont attaquer les enfants des autres. Parce que ces enfants-là finiront par être des adultes. Ils vont violenter sexuellement des femmes et des enfants, des gens. Donc nous avons intérêt de s'occuper de ce problème-là. Les enfants esclaves, des minéraux, les enfants qu'on entraînait dans des guerres, des enfants soldats, on doit s'occuper de cela. Et les enfants de la rue. Parce que ces enfants-là, si nous ne faisons rien, ces enfants-là demain vont être des bombes dans nos terres en Afrique. Parce que le plan des Occidentaux, 666, le grand carnage en Afrique. Est-ce que l'Afrique sortira de l'auberge? L'Afrique peut sortir de l'auberge si nous tous les Africains, nous nous mettons tous ensemble pour en découdre avec les dictateurs. Nous devons tous nous mettre ensemble. L'union fait la force. Vous verrez, il y a des gens, quand ils parlent de la RDC, ils parlent que de la RDC. Ils ne parlent pas des autres pays d'Afrique. Mais moi, le type, quand je parle de la RDC, je parle de toute l'Afrique. Quand je parle du Congo-Brazzaville, d'où je suis né,
Je parle de toute l'Afrique. Et c'est ça un vrai résistant. C'est ça un vrai activiste. C'est ça que Dieu demande. Les dictateurs forment des enfants de guerre. Il y a des rébellions qui forment des enfants de guerre parce qu'ils ont besoin d'y arriver dans la dictature et après de faire pire que les autres. Est-ce que nous, on a besoin de cela, nous les résistants? Non. Nous voulons d'une Afrique meilleure pour tous. Il faut comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Et la fin du génocide, ce sont des rebelles à majorité Tutsi qui chassent les génocidaires Hutus. Et où vont ces génocidaires? En fait, ils vont chez le voisin congolais. Ces rebelles Tutsi, ils chassent leurs anciens génocidaires, mais ils se disent on va pas les laisser habiter tranquillement de l'autre côté de la frontière, ils pourraient venir nous réattaquer dans quelques mois, dans quelques années. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de poursuivre encore leurs ennemis d'hier jusque sur le territoire congolais. Ils s'arrangent une sorte de droit de poursuite. Et donc ça va vraiment transposer le conflit au Rwanda sur le territoire congolais. Alors, dans un premier temps, ils accueillent en partie les anciens génocidaires, et puis les relations vont se tendre. Les rebelles Tutsis rwandais vont aussi commettre beaucoup d'exactions. Donc les Congolais vont petit à petit se rebeller face à ça, construire des milices d'autodéfense face à ce qu'ils vont percevoir en fait comme globalement des invasions venues de l'étranger. Et ça va être la première étincelle de conflictualité vraiment au milieu des années 90. Il y a des rébellions qui contestent le pouvoir de Kinshasa, qui vont donc essayer de faire tomber le gouvernement à intervalles réguliers. Et pourquoi c'est toujours lié à de la politique extérieure? C'est que ces rébellions congolaises, elles sont souvent financées par les pays voisins, et notamment le Rwanda, toujours avec ce prétexte qui est en partie entendable. Le Rwanda finance ces rébellions en disant il nous faut des soldats sur le territoire congolais, toujours pour nous protéger du risque d'un nouveau génocide. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'est du Congo, on dénombre en fait entre 50 et 70 groupes armés, juste sur cette petite portion de l'est du Congo, qui sont plutôt en fait des chefs de guerre qui ont le pouvoir, une certaine influence sur presque un petit îlot de territoire autour de, généralement c'est un village ou un groupe de villages, mais en même temps c'est des protecteurs, mais c'est aussi souvent la principale menace pour les habitants de ces villages, parce que la présence de combattants armés dans un village, c'est aussi le risque d'être visé par un groupe voisin. Donc ça c'est la situation aujourd'hui, situation qui est alimentée, c'est peut-être la dernière chose, par l'extrême richesse du sous-sol congolais qu'on évoque souvent, on parle souvent des minerais de sang. C'est un facteur de prolongation du conflit, puisque ces petits groupes villageois, finalement, ils taxent les gens qui vont à la mine, ils taxent les commerçants sur les marchés, et c'est comme ça qu'ils se financent et qu'ils continuent d'exister. Voilà. Donc nous avons suivi les enfants. Donc, salut à tous. Nous avons besoin de parler. Les enfants là, l'histoire des enfants de guerre doit nous intéresser tous. Oui,